Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle séance ASMR et je souhaite vous proposer aujourd'hui une petite séance de lecture chuchotée. Cela fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de ce type et je sais que vous appréciez les vidéos de lecture chuchotée. Alors, j'ai choisi ce soir un livre un petit peu particulier. Il s'agit d'un ouvrage que j'ai dans ma bibliothèque depuis un certain temps et j'avoue que je n'ai pas forcément pris le temps de le lire en entier. Mais je vais partager ce soir avec vous un petit passage de ce livre qui concerne la sophrologie. Ce livre, c'est celui-ci. Il s'intitule La parapsychologie, les pouvoirs inconnus de l'homme. Et en l'occurrence, il s'agit ici du regard magnétique. On y parle d'hypnose, de douleur et relaxation, de suggestion, de magnétisme, de sophrologie, de somnambulisme. Avec une image ici intéressante, nous avons un visage avec des yeux très clairs et qui attire l'attention. Allons-y. Il s'agit du chapitre 11, un nouvel art de guérir, la sophrologie. Si la médecine scientifique a fait des progrès énormes ces derniers siècles, il n'en reste pas moins vrai que l'aspect relationnel médecin-malade a été plutôt mis de côté. Dans les milieux hospitaliers modernes, le patient se sent de plus en plus dépossédé de lui-même, chosifié, voire morcelé entre les différents services. C'est donc en réaction contre cette médecine ultra spécialisée qui met davantage l'accent sur la maladie que sur l'entité du malade, que va s'inscrire la sophrologie en tant qu'approche psychosomatique. Autrement dit, une médecine à visage humain. Le terme d'hypnose ne recouvrant pas tous les phénomènes inhérents à cet état, le docteur Caicedo proposa en 1960 celui de sophrologie. Le mot suggère une nouvelle science qui, par l'intérêt qu'elle porte aux modifications de la conscience, semble être de caractère philosophique. Comme nous l'avons vu précédemment, il s'agit toujours de décharger le patient de ses maux par le jeu de la relation thérapeutique. Cependant, en agissant sur la manière d'exister du sujet, la sophrologie devient ainsi un nouvel art de guérir. Elle met en application non seulement les phénomènes hypnotiques, mais aussi les techniques de relaxation, de même que les transes médiumniques, les extases naturelles, le yoga, etc. Elle utilise éventuellement aussi des agents chimiques physiologiques ou psychologiques. Le but recherché est d'amener la personne traitée à un état de déconnexion appelé aussi état sophronique. Parvenu à ce niveau de conscience, le patient se trouve en mesure d'agir plus facilement sur sa vie végétative. Quant au praticien, cela lui permet d'appliquer une thérapeutique, principalement axée sur le rééquilibrage de tout le système neurovégétatif, et par là même de guérir les troubles fonctionnels. Au cours de sa longue carrière médicale, le docteur Caicedo avait remarqué, en étudiant les
exercée par le docteur Guyonneau. 2 ans après, à leur tour, le docteur Béranger et le docteur Capet présentèrent chacun de son côté un disque sur la relaxation. En 1970, sorti d'un livre pour les dentistes, l'hypnosophrologie en art dentaire par le docteur Cherchève et le docteur Béranger. En 1971, Capet et Jost écrivent leur détente psychomusicale en odontostomatologie, musique et sophrologie, relations médecin-malade, avec une préface de Lanteri Laura. De cette même année date la première thèse de sophrologie en France devant une faculté de médecine à Toulouse. Sophrologie et circulation périphérique par Madame Lagrosse Béranger. A signalé en Espagne, postérieurement à Endormir par l'hypnose, en 1969, l'excellent livre Progressos en Sofrología du docteur Quecedo, préface du professeur Pedro Pons, président de l'Académie royale de médecine. Le docteur Quecedo distinguait 3 stades dans l'histoire de la sophrologie. 1. Le stade de la fondation, de 1960 à 1968. 2. Le stade de la structure. Il ne peut y avoir aucune possibilité de travail scientifique en équipe sans une structure de base. La sophrologie a un caractère d'école, car elle a proposé une nouvelle terminologie et prétend à une nouvelle attitude face aux phénomènes qu'elle étudie. 3. Le stade proprement scientifique. Ce stade, précise le docteur Quecedo, commence à partir de 1970. La sophrologie en France. À une ou 2 exceptions près, les premiers sophrologues en France furent des stomatologistes et des dentistes. Il convient de citer tout d'abord le docteur Raphaël Cherchève, dont le dynamisme a été décisif dans la réussite de la sophrologie dentaire. Il est le fondateur président de la Sofras et initialement le rédacteur en chef de la promotion dentaire. C'est lui qui, avec la participation de M. Motte à Paris et de M. Giraud à Megève, a organisé les premiers cours en France pour dentistes. C'est à l'hôpital Lariboisière que vit le jour en France la sophrologie. Le premier cours officiel de perfectionnement a été célébré à Paris, à cet hôpital, sous la direction du docteur Quecedo, fondateur de l'école. Depuis, la sophrologie dentaire française s'est beaucoup développée. La France, dans ce domaine, se placerait en tête des pays européens, avec plus de 1500 sophrologues. En ce qui concerne la stomatologie et les dentistes, il est possible d'affirmer pendant la courte histoire de la sophrologie qu'il y a eu plus de sophrologues en France que tout au long de l'histoire du magnétisme et de l'hypnotisme. Les stomatologues et les dentistes qui furent en France les pionniers de la sophrologie dentaire habitaient des quartiers chics. Dans leur discipline, ils étaient à la pointe du progrès. Certains étaient connus pour leurs travaux sur l'implantologie. Comment expliquer en France l'importance de la sophrologie dentaire? Les dentistes ont très vite compris qu'il fallait faire quelque chose pour diminuer l'angoisse et la douleur de leurs clients. La sophrologie répondait à leurs aspirations, à leurs besoins. Il y a des dentistes qui font mal et il y en a d'autres qui ne font pas mal. La sophrologie, en fin de compte, aboutit à une modification de la relation praticien-malade. Il s'est produit quelque chose de semblable à ce qui s'est passé pour l'accouchement sans douleur. Dans l'esprit du public, la sophrologie, c'est l'extraction de dents ou le travail dentaire sans douleur, et de la même manière que les accoucheurs pressés par le public se sont vus dans l'obligation de pratiquer l'accouchement sans douleur, même sans y croire, les dentistes se sont dit qu'il devenait nécessaire de pratiquer la sophrologie. Entre un dentiste qui fait une tentative pour supprimer la douleur et un autre qui n'en fait pas, le choix du client est facile à deviner. Qu'est-ce qui a freiné le développement de la sophrologie médicale?
l'homme, à savoir la conscience. Comme le faisait remarquer le comité d'organisation du premier congrès mondial de cette nouvelle discipline, la sophrologie aspire à contribuer à l'investigation de l'étude des phénomènes de la conscience humaine, tout en essayant de les situer à l'endroit qui leur correspond en dedans des connaissances actuelles. Elle ne prétend pas non plus tomber dans une conception abstraite qui conçoit une conscience sans biologie et sans relation avec le monde. Et un peu plus loin, le même comité d'organisation note: la conscience humaine est essentiellement transcendante, et pour autant, le thérapeute ou l'investigateur, en manipulant ces phénomènes, se trouve nécessairement en présence de la transcendance. Cela fait que la sophrologie entraîne une philosophie qui implique une nouvelle conception de l'art de guérir, une nouvelle conception de l'art d'exister. Et plus loin encore, l'homme de nos temps est naturellement aussi le médecin, fasciné par les conquêtes techniques, s'éloigne chaque fois plus de son propre univers intérieur. Le thérapeute de nos jours participe à ce processus d'une manière plus ou moins consciente, et le plus souvent il s'obstine dans la fabrication et dans la pratique de systèmes durant lesquels la conscience n'est plus présente. La sophrologie prétend remplir ce vide. La sophrologie, par ailleurs, s'efforce d'établir un pont entre la pensée occidentale et la pensée orientale. Le premier congrès mondial de sophrologie, qui s'est déroulé à Barcelone du 1er au 5 octobre 1970, a été un véritable concile, le premier concile dans l'histoire de la médecine entre les systèmes occidentaux de la médecine classique et les systèmes traditionnels de la médecine orientale. Parmi les sophrologues, il y a ceux qui disent: la sophrologie, c'est l'hypnotisme. Pourquoi vouloir changer de nom? Le changement de l'étiquette d'un flacon ne modifie pas le contenu du flacon. Mais d'autres pensent exactement le contraire. La sophrologie, c'est l'hypnotisme, mais il est habile de changer de nomenclature, car le mot hypnotisme fait peur. Toutefois, en changeant le nom, on ne change pas la chose. Les troisièmes enfin déclarent: la sophrologie, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et fondamentalement différent de l'hypnotisme. La façon de procéder de Mesmer n'a rien à voir avec celle des sophrologues de 1976. La sophrologie n'utilise pas le paquet. Face à ces différents points de vue, il est indispensable de donner de la sophrologie une définition qui tienne compte d'un dénominateur commun. Et c'est chose relativement facile. Voici pour ce soir la fin de cette lecture chuchotée issue d'un livre s'intitulant Le regard magnétique sur la parapsychologie et les pouvoirs inconnus de l'homme. Ce passage était spécifiquement dédié à la sophrologie. J'espère que cette lecture chuchotée vous a plu. Je vous remercie pour votre soutien, pour tous vos messages d'une gentillesse incroyable. J'ai malheureusement dû m'absenter de la chaîne pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, et j'en suis sincèrement désolé, mais c'était tout à fait involontaire, et je suis désormais de retour pour vous proposer régulièrement du contenu, je l'espère, de qualité et qui vous aide à vous détendre, à vous sentir tranquille